Bienvenue pour ce cercle précarité sur la prévention de la violence dans les établissements. Claude McDonald et moi-même sommes animateurs. Claude, si tu veux dire un mot, peut-être présenter les intervenantes aussi qui vont pouvoir parler pendant ce cercle. Merci en tout cas. Bonjour à tous. Claude McDelenette. Donc on va intervenir aujourd'hui dans une réflexion partagée pour la Fondation de l'Armée du Salut où nous travaillons. Merci en tout cas aussi à la fête parce que le cercle, ça faisait quelques mois qu'on ne l'avait pas remis en mouvement et aujourd'hui, ben voilà, c'est une belle date en tout cas pour reprendre. On a beaucoup travaillé les années précédentes sur des positions sur le corps notamment sur les addictions, l'alimentation, l'hébergement. Et c'est l'un des thèmes qui est revenu d'un des comités de pilotage, qui est de dire, mais voilà, aussi autour du corps des personnes concernées, mais aussi des professionnels, comment on vit, on travaille avec nos peurs, nos craintes, et parfois lorsqu'on aborde le thème de la violence ou des violences dans l'institution, entre professionnels et personnes concernées, entre les personnes concernées. Un sujet un petit peu vaste. Je vous propose en tout cas, alors je vous présente déjà dans un premier temps ma voisine de droite, Rachel Cohen, qui est directrice adjointe à la Cité du Refuge, donc sur Paris. Et puis la deuxième intervenante, on va faire des interventions brèves, mais enfin, en tout cas efficaces, Gabrielle Turfort, qui est chargée de projet à la Fondation pour le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes dans les institutions de l'armée du salut. Enfin, c'est un peu plus large, mais on a une réflexion où, si je puis dire, on balaye devant notre propre porte de comprendre aussi quelles difficultés on a pu à des moments rencontrer, que l'on rencontre en tout cas au cours, et comment on travaille avec les équipes et les personnes. Donc ça, ce sont nos deux intervenantes. Mais avant, je crois qu'il faut que je laisse la parole à Isabelle pour la restitution de l'enquête sur les violences en établissement organisée par la FEP. Je ne me trompe pas dans le timing? Exactement, c'est Voilà. c'est ça. Merci. Dernier mot simplement. On a quelques toutes petites contraintes, donc je travaillerai avec vous au présent jusqu'à 15 heures, mais il faut que je parte pour un autre impératif à 15. Mais je donne sans plus tarder, je transmets le micro à Isabelle pour partager en tout cas ce point de réflexion sur la restitution de l'enquête sur les violences en établissement. Merci. Merci Claude. Bonjour à toutes et tous. Je suis Isabelle Rousselet, chargée de mission à la Fédération de l'entraide protestante et je travaille sur plusieurs thématiques qu'on appelle les projets transversaux et notamment autour du logement-hébergement. On a initié il y a quelques semaines une enquête sur la prévention et la gestion des violences dans les établissements sociaux et médico-sociaux et je vois plusieurs des personnes autour de l'écran qui ont participé. Je les remercie énormément parce qu'on sait que vous êtes sous l'eau, donc c'est toujours important pour nous d'avoir vos retours de terrain. Donc, ce que je vous propose là, c'est vraiment une restitution en 10-15 minutes très rapide puisque l'enquête, je suis en train de la consolider, elle n'est pas complètement consolidée. J'ai une petite présentation. Il y aura peu de nuances dans cette présentation elle se veut courte. Donc, il faudra lire le rapport qui sortira pour avoir les nuances. Et je pense que nos intervenantes de l'Armée du Salut sauront donner du corps aux éléments que je vais vous partager. C'est plutôt à titre introductif. Et je m'excuse par avance de certains raccourcis. Alors, je partage. Hops. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? OK. Un petit retour sur cette enquête. Je vais juste remettre un petit peu en contexte le contexte et les modalités de l'enquête. Et puis, vous voyez plusieurs parties. Je vais aller assez vite dessus, hein, mais ça vous donne un petit peu la structuration du questionnaire d'enquête. Et puis, je vous renverrai le lien pour ceux qui sont autour de l'écran, qui n'ont pas encore répondu. Il est encore temps. Je vous donne encore une petite dizaine de jours avant de consolider. Donc, le contexte et les objectifs de l'enquête. Donc, c'est une enquête qu'on est en train de mener en 2025 au niveau de la FEP avec le soutien de la DIAL, puisqu'on est sur des projets autour des conditions d'accueil dans le logement, l'hébergement, qui est soutenu par la DIAL. À qui s'adresse cette enquête? Aux structures de membres de la FEP dans le secteur social et médico-social. Et puis l'objectif, c'est vraiment pouvoir dresser un état des lieux sur les violences auxquelles vous faites face dans les établissements et les réponses ou les dispositifs que vous avez pour y répondre.
Les modalités, donc c'est un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des structures de la FEP avec 4 parties, une sur prévenir les violences, une sur repérer les violences, traiter les violences, et la question un peu spécifique des événements indésirables graves, donc on appelle EIG. À date, on a 25 personnes qui ont répondu à l'enquête, qui sont plutôt issues des fonctions de direction, d'encadrement, mais il y a quelques travailleurs sociaux. Et c'est important pour nous aussi d'avoir des retours sur l'enquête sur dans les équipes des personnes qui sont à des postes différents. Les types de structures représentées sont très vastes. C'était notre souhait aussi. Ça peut être des CHRS, des CHU, des MEX, des FJT. Vous allez le voir, des structures qui travaillent avec tout type de public, hein, des familles, des jeunes, des personnes isolées, des personnes migrantes. Voilà, donc ça, ce sera évidemment détaillé dans le rapport d'enquête. Une des premières questions, c'était de savoir quel type de violences sont observées dans les établissements. Donc en résumé, bah, il y a les violences qui sont entre résidents, personnes accompagnées. On fait face à des violences physiques, verbales ou financières. Certains évoquent de l'extorsion d'argent. Envers les salariés des structures interviewées avec des agressions, des menaces ou du harcèlement. Alors évidemment, là, ça dresse un tableau un petit peu négatif, mais certains établissements disent qu'ils rencontrent pas de violence, hein. Là, il y a quand même des établissements qui disent qu'ils font peu face à des violences institutionnelles sur de la maltraitance plutôt structurelle ou des interventions qui peuvent être inadaptées, conjugales ou sociales, donc déconjuguant évidemment les violences intrafamiliales, mais aussi liées aux addictions ou la cyberviolence, notamment sont mentionnés plusieurs fois le harcèlement via les réseaux sociaux, et puis qui peuvent être liés à des troubles psychiatriques ou comportementaux. Quelle réponse aux violences? Donc là, je mets un ensemble de réponses. Après, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc, plusieurs d'entre vous, les répondants à l'enquête, disent qu'ils ont des protocoles écrits où ils mettent en place des instances comme des commissions de gestion des violences. Beaucoup indiquent proposer des formations à leurs équipes salariées sur la communication non violente, la gestion de conflits, les premiers secours en santé mentale ou encore le self-défense. Évidemment, un soutien psychologique qui peut être apporté soit aux personnes accueillies, soit aux salariés, des réunions d'analyse des pratiques des professionnels. Et puis, il y a des outils aussi, hein, des outils numériques, des logiciels, des fiches comme les fiches d'événements indésirables graves ou des tableaux de suivi pour suivre un petit peu ce qui se passe dans l'établissement. Et puis des instances, que ce soit des conseils de vie sociale, des groupes de parole ou des temps de médiation. Donc ça, c'est très générique sur la réponse aux violences en général. Sur la prévention des violences, il peut y avoir quelques spécificités. Donc les pratiques qui ont été relevées, c'est, bah, je l'ai dit plus tôt, mais là des protocoles qui sont formalisés pour prévenir les violences, des formations, ça a été évoqué, des choses comme la sécurisation des locaux, avec certains qui ont mis des sonnettes dans certains bureaux pour alerter s'il se passe quelque chose, et puis de la médiation. Et puis dans les documents, évidemment, on va retrouver des règlements ou des chartes, comme des règlements intérieurs qui sont évidemment partagés avec les salariés et les personnes accueillies. C'est vraiment des outils de prévention des violences et les fiches d'événements indésirables. Et puis, il y a aussi des espaces de dialogue, les conseils de vie sociale, et puis certains font aussi, pour prévenir les violences, des débats ou des théâtres forums pour pouvoir sensibiliser aux violences. Des leviers qui sont identifiés, c'est la proximité, c'est-à-dire la proximité des équipes avec les personnes accompagnées, hein, de créer le lien de confiance qui permet justement de pouvoir prévenir les violences. La cohérence des réponses, c'est quelque chose qui remonte fréquemment, de pouvoir être cohérent les, les- la prévention, en tout cas auprès à la fois des salariés et des personnes qui sont accompagnées. Et puis, un des leviers, c'est l'implication des résidents, notamment dans l'enquête, je l'ai mis ici parce que je trouvais ça intéressant, une charte d'utilisation WhatsApp justement pour prévenir les violences via les réseaux sociaux qui a été réalisée avec les résidents de l'établissement. Et puis, il y a certaines limites, évidemment, parfois la rigidité des dispositifs qui permettent pas de créer ce lien de confiance justement entre les personnes accompagnantes et les personnes accueillies. Le manque de formation des équipes et parfois la banalisation des violences, c'est-à-dire que bah, on réagit pas forcément, ou en tout cas, on n'y apporte pas une réponse tout de suite. Vous verrez qu'entre la prévention, le repérage et le traitement, évidemment, il y a des outils communs, mais il y a aussi des outils spécifiques. Donc sur le repérage des violences, bah, évidemment, on retrouve ces fiches incidents, logiciels, AGVAL, ça c'est l'armée du salut, si je dis pas de bêtises, hein, Claude, vous avez votre propre logiciel interne. Certains ont des grilles d'observation.
Évidemment, pour repérer les violences, ça se fait beaucoup en réunion d'équipe, hein, pour pouvoir justement partager ce qu'on a pu repérer, les entretiens individuels aussi avec les personnes ou des groupes d'expression. Certaines structures ont aussi des comités internes, des comités éthiques ou des comités harcèlement ou des dispositifs d'écoute. Les leviers qui ont été identifiés, c'est évidemment le travail d'équipe, hein, pour repérer les violences. Ce qui a de l'effet, c'est de croiser les regards. Évidemment, les formations, parce que en fait, si on n'est pas formé à repérer les premiers signes de violence, bah forcément, ça peut être compliqué. Et les outils partagés, qui peuvent être des fiches d'incidents qui sont partagées à l'équipe, par exemple. Les limites, c'est parfois le manque de temps, hein. Forcément, les professionnels, ils sont là pour accompagner les personnes et puis signaler des violences qu'on a pu repérer, etc. Parfois, on est pris par le temps. Des barrières linguistiques aussi qui ont été relevées, puisque ça peut aussi poser des difficultés sur la compréhension des situations. Et puis la posture professionnelle. Dans une équipe, on n'a pas tous la même posture par rapport à ça. Donc ça aussi, ça peut être une limite. Sur le traitement des violences, donc dans les pratiques en cours, bon, bah, on vient toujours, hein, sur les protocoles, mais aussi les procédures disciplinaires, hein, puisque dans le traitement des violences, beaucoup disent qu'ils mettent en place une liste de sanctions graduées. Le soutien ici, évidemment, aux victimes et aussi aux professionnels. Enfin, aux victimes, qu'elles soient personnes accompagnées ou professionnelles, et puis un soutien aux professionnels quand ce sont des personnes accueillies qui ont subi des violences, c'est aussi un impact sur les professionnels, hein. C'est pas sans incidence. Et puis évidemment, les pratiques de supervision et d'analyse de pratique qui reviennent beaucoup pour les équipes. Et puis la coopération aussi avec les forces de l'ordre qui a été mentionnée plusieurs fois dans l'enquête, où parfois certains trouvent que les forces de l'ordre n'agissent pas assez vite et assez bien, et d'autres, ils agissent trop vite, et pas forcément de façon très justifiée. Les leviers en la matière, plusieurs ont dit la réactivité, c'est-à-dire ne pas attendre, réagir assez vite, avoir un cadre clair, c'est-à-dire un cadre clair et connu, avoir aussi pouvoir proposer évidemment une supervision aux équipes, et puis la personnalisation dans le sens adapter la réponse. Évidemment, selon les violences, on n'apporte pas la même réponse. Les limites, ça peut être le manque de moyens, hein, humains, mais certains soulignent aussi le soutien parfois des autorités, de vos autorités de tutelle ou le soutien de la hiérarchie. La lenteur, parfois aussi dans la mise en place des sanctions. Et puis la non-concertation au sein de l'équipe peut aussi poser des limites. Dans cette enquête, on a fait un focus spécifique sur les événements indésirables graves, puisque vous savez, c'est un outil de remontée auprès de vos autorités. Donc, c'était intéressant de savoir, la question, c'était de savoir, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous trouvez ça utile ou pas? Donc ça, c'était déjà des premiers constats. Sur les 25 structures répondantes, 25 structures déclarent faire des signalements via les événements indésirables. La moyenne pour ces structures qui auront répondu faire des déclarations, on est à une moyenne de 16 signalements par an, mais ça va de certaines structures qui disent qu'elles font 0 signalement par an à 100 par an. Donc vous voyez, c'est très large. L'amplitude est assez importante. Pour ceux qui font ces signalements, on leur a demandé en quoi ils trouvaient ça utile. Donc ils ont répondu que bah, ça permettait de tracer ce qui se passait dans l'établissement. Ça pouvait aussi déclencher une réponse et un plan d'action, le fait de prendre ce temps de signalement. Et puis, ça soutenait aussi l'analyse et l'amélioration des pratiques, puisque, comme on décrivait les événements, ça permettait de le retravailler par la suite pour pouvoir l'analyser à froid. Les outils utilisés pour ça, AGVAL, donc ça, c'est l'Armée du Salut qui a son propre logiciel. D'autres structures ont leur propre logiciel. Les fiches d'événements indésirables, évidemment. Et puis des groupes d'analyse aussi, qui peuvent être utilisés pour pouvoir renseigner ces événements indésirables. Les difficultés qui ont été relevées par les personnes répondantes, certaines ont un manque d'outils. C'est quand même pas, tout le monde n'a pas forcément l'outillage pour ces signalements. La culture de la déclaration dans les établissements, c'est pas forcément une culture. Moi aussi, pour avoir rencontré les établissements, certains nous disent, mais nous, on le gère en interne, donc c'est pas du tout notre culture de faire des fiches, de remplir des fiches événements indésirables. Et puis évidemment, le temps, hein, le temps des professionnels, qui parfois est un peu restreint pour pouvoir renseigner ce type d'événement. Donc là, pareil, c'est très synthétique et je m'en excuse sans nuance. C'est les deux derniers points, donc vous voyez, c'est très rapide. J'ai relevé un petit peu des points d'attention génériques sur ces différents sujets et puis des recommandations qui ont été aussi relevées comme des bonnes pratiques par les répondants à l'enquête.
Donc les points d'attention, c'est le cadre et la cohérence des actions. Comme je l'ai dit, évidemment, il y a besoin d'un référentiel clair, mais surtout partagé par tous pour pouvoir garantir des réponses cohérentes. Les compétences et la stabilité des équipes. Donc plusieurs ont mentionné le fait qu'il y a un gros turnover, qu'il y a un manque de formation qui est pas parfois, qui est pas forcément lié au fait que les établissements proposent pas des formations, mais notamment les nouveaux arrivés n'ont pas le temps de se former. Parfois, une absence de supervision qui peut freiner en effet l'efficacité des actions autour de la gestion des violences. Les conditions de travail et le soutien institutionnel, évidemment, hein, là, j'ai les charges de travail, le manque de moyens et parfois le fait que certains se sentent isolés par rapport à ces faits qui peuvent affaiblir ces questions de prévention et de traitement des violences. La complexité des situations, elles sont pas toujours simples, hein, et ça, c'est pas dû aux équipes, c'est pas dû à l'institution. Il y a vous accueillez des publics très variés avec des parcours aussi très différents, donc parfois ça peut être assez compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure, les barrières culturelles parfois et linguistiques, et parfois l'absence de repérage de ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire ces petits incidents qui arrivent qu'on n'a peut-être pas tout de suite repérés et qui peuvent amener en fait à des événements de violence beaucoup plus conséquents. Et enfin, beaucoup l'ont relevé, le climat relationnel et la reconnaissance des violences, notamment dans l'équipe. L'ambiance d'équipe et la posture éducative sont quand même des éléments clés pour pouvoir travailler collectivement cette question-là, parce que ça, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup, hein, ça se travaille pas seul. Et puis la capacité à reconnaître les violences. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait de ne pas banaliser certains actes, certains incidents qui peuvent ne pas être repérés comme des violences. Ce qu'il en ressort en termes de recommandations. Évidemment, définir un cadre clair et qui est partagé dès l'accueil auprès des personnes accueillies, mais dès l'accueil aussi auprès des nouvelles personnes salariées. Former évidemment régulièrement les équipes. Organiser des temps d'analyse de pratique et de supervision, qui peuvent prendre évidemment différentes formes hein, selon les possibilités de l'établissement. Créer des espaces d'expression pour les personnes accueillies. Recenser et analyser les violences, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire de pouvoir aussi se baser sur ce qui s'est passé antérieurement pour pouvoir l'analyser et puis mieux anticiper euh, l'avenir quand ça se reproduit. Mettre en place une procédure lisible et graduée, parce que parfois certains disaient justement, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que la réponse elle soit adaptée au niveau de violence, ça se réfléchit aussi à l'avance. Pouvoir utiliser des outils simples de repérage et favoriser le travail en équipe. Là aussi, voilà, c'est un travail collectif. Pouvoir assurer un accompagnement à la fois des victimes, des auteurs et des professionnels. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des victimes, mais il y a aussi un accompagnement des auteurs. Faciliter la déclaration et l'analyse des événements graves. Donc ça, en effet, c'est un petit peu comment on sensibilise les équipes à cette culture de la déclaration et puis comment en interne on arrive à pouvoir avoir des outils assez simples qui soient pas trop chronophages. Pouvoir partager aussi les retours d'expérience pour améliorer les pratiques. Donc ça va évidemment avec les temps d'analyse de pratique, mais tout le monde n'a pas des temps d'analyse de pratique très comme une instance installée dans l'établissement. Donc ça peut être aussi des temps plus informels de retour d'expérience. Et voilà. Oups, j'arrête le partage. Donc voilà, comme vous voyez, ça reste assez générique, hein, mais ça permettait d'introduire un peu le sujet. Je suis sûre que voilà, nos deux intervenantes de l'Armée du Salut vont pouvoir nous éclairer sur ces choses un petit peu généralistes. Je propose en tout cas maintenant d'abord à Rachel qui a une vision macro sur une structure et pour l'ensemble des publics, familles, personnes isolées, d'intervenir, en tout cas d'expliquer comment cette réflexion est portée sur un établissement. Et puis ensuite, on donnera la parole à Gabriel sur aussi un cran, un pan qui est plutôt ciblé, porté du côté des femmes. Mais d'abord, Rachel, suite à ce qu'on vient d'être présenté là par Isabelle, ton avis, puis présenter un peu comment ça s'est mis en place, cette réflexion, depuis plusieurs années à la Cité. Ok, merci beaucoup. Alors, pour commencer, vous dire de là où je parle. Donc, moi, c'est Rachel Cohen. Je suis actuellement directrice adjointe de la Cité de Refuge, qui est un établissement donc, de la Fondation Armée du Salut, situé dans le 13e arrondissement. Dans les dispositifs que je porte, il y a à la fois un centre d'hébergement, donc CHRS,
de 300 places, hommes isolés, femmes isolées, couples, familles, voilà, un peu tout public, et également un accueil de jour pour des femmes à la rue et une halte de nuit pour des femmes à la rue. Voilà, et donc l'idée, c'est de vous partager un peu depuis un poste de direction quels sont les leviers qu'on peut avoir pour travailler ces questions des violences, en essayant d'être un peu complémentaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans l'enquête et je pense que c'est pas forcément utile enfin, c'était très complet et très pertinent, donc d'élaborer dessus. Je pense qu'il y a des éléments complémentaires qu'on peut apporter pour vous dire aussi. Alors pour certains d'entre vous, j'imagine que je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Hein. Pour certains qui sont en établissement, peut-être que c'est des choses sur lesquelles on partage les mêmes réflexions, sachant que moi-même, j'ai été bénévole au Maroc pendant 5 ans. J'ai été éducatrice en accueil de jour pour des hommes à la rue pendant 5 ans aussi. J'ai été chef de service en hébergement pendant 8 ans. Voilà, donc j'ai pas évidemment pas de science infuse sur le sujet. En revanche, j'ai beaucoup d'expérience de violence, de conflits, de bagarres, de suicides, de décès dans des conditions très violentes, de gens qui se tapent dessus, de gens qui sont trop tués. Enfin, voilà, j'ai vécu en tout cas un panel de violences assez large. Euh, tout ça pour dire que ce qui me semblait intéressant aujourd'hui, et c'est un peu conforté par l'entente du questionnaire, c'est que, évidemment, quand il y a des violences en établissement, ça nous empêche de fonctionner, ça nous empêche de réfléchir de la même manière qu'individuellement, quand on vit des violences, eh ben, ça nous empêche, au moment où on la vit en tout cas, ça nous empêche de fonctionner et de réfléchir. Et que évidemment ça vient capter toute l'énergie à un moment donné des personnes concernées, des victimes, des auteurs, autrices, des professionnels autour. Et puis ça va venir aussi souvent stopper tout le reste qui se fait dans l'établissement parce que ça devient une urgence, parfois une urgence vitale qu'il faut gérer. Et on sait le faire, on peut le faire, mais évidemment, ça a des conséquences de stopper tout le reste dans un établissement et ça empêche aussi de faire tout le reste de notre travail qui est important aussi. Et évidemment, et ça, vous savez comme moi, au moment où ça arrive, on n'a pas de recul. Donc, c'est très important d'avoir des espaces qui nous permettent de prendre du recul. Il y en a plein qui ont été mentionnés dans l'enquête. Des espaces comme celui-ci aussi, on va réfléchir un peu de manière plus large, en dehors du temps de crise. Et pour moi, ces temps-là, ils doivent aussi nous inviter à réfléchir en dehors de la violence exprimée et vécue par les personnes accueillies. Très souvent, c'est là-dessus qu'on va faire le focus et évidemment, c'est notre métier d'accompagner les personnes. Donc, si elles vivent des violences ou si elles sont auteurs ou autrices de violences, c'est d'abord là-dessus qu'on va se concentrer. Et du coup, on a tout un panel, tout un armada de dispositifs à notre disposition pour y pallier, prévenir, etc. C'est pas simple, mais en tout cas, on sait aujourd'hui, on voit bien dans la réponse au questionnaire, quels sont un peu ce qui peut nous aider à répondre à ces violences-là. Souvent, et encore plus quand on est dans l'urgence, on prend moins le temps de se dire quelles sont les violences que nous-mêmes, en tant qu'institution, on commet ou on perpétue. Et ces violences dites institutionnelles, est-ce qu'on n'a pas aussi des leviers pour que... Alors, ça, c'est un débat qui est plus large. Est-ce que l'institution est nécessairement violente? Voilà, on peut avoir des avis dessus. En tout cas, on a, quoi qu'il arrive, des leviers pour y pallier. Et également, une violence qui est plus bien au-delà de nos établissements et de nos institutions, une violence inhérente au rapport de domination dans la société, de domination de genre, de race, de classe. Et même si peut-être qu'on n'y peut rien directement au moment directement où la situation se produit, évidemment que ces phénomènes-là, ils sont aussi à l'œuvre dans toutes les violences qui se jouent dans nos établissements. Et si on n'en parle pas et si on ne les regarde pas non plus, du coup, on ne voit que la violence des résidents, alors qu'en fait, nous-mêmes et tout ce qu'on représente pouvons aussi être extrêmement violents et on ne peut pas ne pas traiter cette violence-là. Ce à quoi je voulais vous inviter, donc, c'est vous partager un exemple. Et pardon, en même temps que je vous parle, je réalise que je n'ai pas lancé mon minuteur pour savoir combien de temps j'avais. Je vais faire au mieux pour être concise. Vous partager un exemple et essayer justement d'illustrer ce que je viens de dire sur ces différents un peu, niveaux ou endroits où la violence se situe. Alors, c'est une situation qu'on vit actuellement à la Cité du Refuge, donc c'est quotidien d'un établissement que certains d'entre vous connaissent. On a un couple de résidents, ils sont hébergés depuis plusieurs années.
Monsieur, il est en situation irrégulière. Madame, elle est en situation régulière. Elle a des ressources. Elle a la hache parce qu'elle a un handicap qui fait qui est lié à des troubles cognitifs importants et des troubles psychiatriques. Elle a 20 ans de moins que monsieur. Ils se sont rencontrés en France et on pourrait dire elle a été mariée à monsieur dans ce contexte-là. En tout cas, ils se sont mariés dans ce cadre-là. Ils sont dans l'établissement. Monsieur a aussi des problèmes de santé. Les deux sont alcoolodépendants. Au mois de décembre, ces problèmes de santé font que monsieur est amputé d'une jambe. Évidemment, c'est extrêmement violent de se faire amputer d'une jambe. C'est aussi violent pour madame de se retrouver aidante d'un mari qui vient de se faire amputer d'une jambe. C'est difficile pour elle. Elle a du mal à accepter que des soignants, notamment des soignantes femmes, interviennent auprès de son conjoint tous les jours pour l'aider à sa toilette et lié aussi à ses difficultés et à son handicap. Elle devient assez violente avec les soignants qui refusent d'intervenir et du coup, fin d'hospitalisation à domicile pour monsieur. Une chose en entraînant une autre, la situation, donc les soignants n'interviennent plus, la jambe s'infecte. Monsieur est amputé d'une deuxième jambe 6 mois plus tard et donc se retrouve en l'espace de 6 mois à avoir perdu ses deux jambes et madame en l'espace de 6 mois avoir vécu cette situation-là avec lui. Les soignants ne veulent toujours pas intervenir et puis un jour monsieur appelle la police parce que madame a été violente envers lui. Donc la police intervient, madame passe 72 heures en garde à vue. Là aussi, on peut imaginer, on n'a pas été témoin, mais que c'est pas exempt de violence comme situation. Et madame revient avec une ordonnance d'éloignement. Donc elle n'a plus le droit de mettre les pieds dans le centre. Mais en même temps, l'ordonnance d'éloignement ne va pas avec une proposition d'hébergement, évidemment. Donc la question se pose, est-ce qu'on laisse madame à la rue puisqu'elle n'a plus le droit de mettre les pieds dans le centre? Nous, la décision qu'on prend, c'est d'abord de l'accueillir dans une autre chambre pour ne pas qu'elle se retrouve à la rue, puis à l'hôtel, puis dans un autre centre de l'Armée du Salut. Et finalement, monsieur, il veut revoir madame, mais nous, on n'a pas trop le droit de l'y autoriser, puisqu'il y a une ordonnance d'éloignement. En même temps, s'il était dans un logement, il ferait bien ce qu'il veut, il aurait tout à fait le droit de laisser rentrer sa compagne, qu'elle ait été violente ou non. Et en même temps, ce monsieur, on nous dit qu'il est mourant, que peut-être dans 2-3 jours, il va mourir. Et lui veut voir sa compagne, et elle veut voir son conjoint. Et c'est elle qui lui apporte de l'alcool, et elle n'est plus là. Donc nous, on se retrouve en lien avec un XAPA à décider de lui donner une bouteille de rhum par jour pour sa consommation. Voilà, on est encore en plein milieu de tout ça, donc je n'ai pas la résolution, même si voilà, on se doute qu'il va y avoir d'autres étapes compliquées dans cette histoire. Mais tout ça pour vous dire que les moments aigus de la situation qu'on a eu à gérer, il y a évidemment la question du soin, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Il y a la question de la violence de madame. On peut analyser plein de choses dans son parcours. Il y a plein de choses à mettre en place qui ont été mentionnées de l'ordre de l'analyse de pratique, du psychologue, d'espace d'échange et d'expression pour elle, du cadre à poser, du règlement, etc. Donc ça, évidemment, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je sais que c'est des choses qu'on voit beaucoup déjà dans les établissements. En revanche, pour moi, c'est essentiel de se demander, dans un contexte comme celui-là, à quel endroit l'institution peut être plus ou moins violente ou non, à commencer par notre rigidité en tant qu'institution. Évidemment, on va toujours chercher à protéger le collectif. On a des enjeux de sécurité qui sont importants. Dans un centre comme le nôtre, il y a des enfants qui sont là, il y a des personnes âgées qui sont là, il y a des femmes victimes de violences qui sont là, il y a tout un tas de personnes plus vulnérables les unes que les autres qu'on doit protéger, évidemment, mais souvent au nom de cette protection et du collectif, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup rogner sur les libertés individuelles des personnes qu'on doit aussi protéger. En fait, c'est aussi notre rôle de leur garantir ces libertés-là et de garantir que cet espace qui n'est pas leur logement soit quand même le plus proche possible d'un chez-soi pour les personnes. Et voilà, et du coup, pour moi, notre rôle en tant que direction, c'est aussi toujours de questionner en quoi notre fonctionnement et la rigidité de notre fonctionnement génèrent de la violence lui-même, que ce soit sur cette situation-là ou sur d'autres, mais c'est de réfléchir à quel endroit de notre règlement de fonctionnement on peut créer plus de souplesse ou pas. Mais est-ce qu'il y a et on voit bien sur ces 20 dernières années, nos établissements, ils ont beaucoup évolué. À une époque, on fouillait les gens à l'entrée, on mettait des horaires d'entrée, des horaires de sortie. Ça existe d'ailleurs encore sans doute dans beaucoup d'endroits. Sur les droits de visite des personnes, est-ce qu'on les contraint à 1 heure, à 2 heures, à 10 heures, à 15 heures sur la liberté de consommer ou pas de l'alcool dans sa chambre, dans les espaces collectifs.
Et en fait, il y a plein d'endroits où, quand on y réfléchit, on a souvent quand même un peu de marge de manœuvre pour assouplir. Et pour moi, un des gros points de vigilance, encore une fois, de ma place de direction, c'est il y a des garde-fous qui ont été mentionnés dans l'enquête et qui, pour moi, sont essentiels, qui sont le CVS, le CSE, il y a aussi les évaluations, les services qualité des sièges quand on en a, et qui sont pas, c'est pas anodin, mais par contre, on peut choisir de leur laisser plus ou moins de place, de leur laisser plus ou moins d'importance. On peut très vite être dans la toute-puissance et dans les institutions et à un poste de direction. C'est facile. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il y a, somme toute, pas toujours beaucoup de regard sur ce qu'on fait. Les personnes en face sont très, très vulnérables. Si je remets quelqu'un à la rue du jour au lendemain, j'ai pas le droit de le faire. Mais en réalité, si je le fais, ça peut très facilement être autorisé par l'État, être autorisé par les directions, être autorisé par les institutions. Et c'est dangereux, ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est dangereux. Et du coup, pour moi, c'est important de faire en sorte que tous ces garde-fous-là, ils aient de la place euh, et qu'on les écoute et parfois qu'ils nous contraignent. Voilà, je parlais par exemple tout à l'heure sur cette dame, est-ce qu'on l'autorisait à rentrer dans l'établissement ou pas? Est-ce qu'au vu des faits de violence qu'elle a commis, on se dit remise à la rue sèche? Ça arrive, ça peut se faire. Nous, on essaye de tenir assez fermement la position de l'armée du salut, qui est de ne pas remettre les gens à la rue. C'est une position de principe qui, confrontée à la réalité, vous le savez, c'est plus compliqué que ça, en fait, de se dire je ne remets pas quelqu'un à la rue, et quand il y a quelqu'un voilà, qui tape sur son mari, qui tape sur les personnes, qui tape sur les salariés, qui met les gens en danger. Mais une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour tout faire, pour ne jamais remettre quelqu'un à la rue et se dire que ce n'est pas une option. Et ça doit être évidemment porté par les institutions, des institutions de sens large, les associations, mais aussi être incarné par les directions, parce qu'en réalité, on peut dire ça à une équipe, de toute façon, on ne va pas le remettre à la rue, mais c'est l'équipe qui vit la violence, qui subit la violence, qui est témoin de la violence, et du coup, ça nécessite, en tout cas pour moi, sur les postes de direction, d'être aussi à des moments d'accepter d'être auprès de l'équipe pour vivre, voire subir la violence, parce que sinon, c'est inacceptable pour une équipe de leur dire nous, pour une question de principe, on vous demande de continuer d'accepter de la violence et de la vivre. Et en même temps, il faut évidemment accompagner les équipes on accueille des personnes, voilà, on prône pour beaucoup l'inconditionnalité. L'inconditionnalité, ça veut aussi dire accueillir des personnes qui ont des parcours extrêmement violents, qui ont des vécus extrêmement violents, et cette violence, elle va s'exprimer. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va les sortir dès que cette violence s'exprime. Et pour finir, donc il y a ces questions sur la violence institutionnelle, et le dernier que je mentionnais, alors évidemment, je n'ai pas d'expertise là-dessus, sur la violence des rapports de domination, mais c'est quand même important de toujours essayer de comprendre où est-ce qu'il se joue dans les situations. Voilà, encore une fois, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais dans notre secteur et dans beaucoup de secteurs, on le voit bien, plus on monte dans les positions de direction et de cadre, plus on a des hommes, plus on a des hommes blancs, et après, plus on descend, on trouve un peu de couleur, on trouve un peu de femmes, et puis après, quand on arrive chez les personnes à fond. Alors évidemment, je caricature beaucoup, mais je ne pense pas que je dis quand même des énormités. Et en vrai, ça, déjà, c'est une forme de violence, et que quand typiquement cette dame-là, pour finir sur l'exemple, moi, je rentre dans sa chambre, et à un moment, je dois intervenir, elle est violente, elle finit par être très agressive envers moi, elle est musulmane, elle m'assigne à une religion juive parce que j'ai un nom juif, et du coup, pour elle, je représente ça aussi, dans le contexte actuel qu'on connaît, et du coup, elle a des propos très violents, très antisémites, qui sont très graves et qui, hors contexte, sont très, très graves. Mais évidemment que, du coup, à ce moment-là, on va voir une dame qui est très violente, et j'aurais toutes les raisons du monde de la sortir et de lui dire, c'est vous qui êtes violente. Évidemment, elle est violente à ce moment-là, mais à ce moment-là, moi, je représente aussi tout un tas d'autres choses, de femmes blanches, riches, pour elle, juive, dans un contexte où, voilà, que je ne vais pas développer, mais et ça, évidemment que c'est une forme de violence. Donc moi, on peut se dire, évidemment, je ne suis pas violente, je suis là, je suis très calme, on ne peut pas me reprocher d'être violente avec elle, mais il y a de la violence quand même de ma part, que je le veuille ou non, à ce moment-là. Et voilà, et ça pour moi c'est essentiel à minima qu'on en prenne conscience, parce que parfois on ne peut pas faire beaucoup de choses en plus, aussi qu'on s'associe avec des chercheurs, avec des regards extérieurs, des gens qui vont nous aider
à penser ça, qu'on le minimise pas, qu'on fasse pas comme s'il n'existe pas. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que normalement, l'intervention de Gabrielle, je pense, va être complémentaire sur ce sujet-là. Merci. Je passe la parole, en tout cas, je propose à Rachel, pardon, Rachel a parlé plutôt à Gabrielle sur un autre segment d'une réflexion qui est portée pour nous, Fondation, et ensuite il y aura les groupes, sur l'accompagnement des équipes ou la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi elle porte un autre chapitre, c'est la lutte contre la traite des êtres humains. Gabrielle, nous te donnons la parole. Merci Claude. Alors, je vais essayer de partager mon écran de façon correcte. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Oui. Oui. Alors, donc moi je suis Gabrielle Turford. Je travaille pour l'Armée du Salut en tant que chargée de projet sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des êtres humains. Et bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Je voulais d'abord revenir et rebondir, du coup, en profiter sur les propos de Rachel pour expliquer pourquoi mon poste existe et pourquoi il est finalement aussi spécifique. Alors, c'est un autre concept, c'est un autre rapport de domination dont je vais parler maintenant, qui est encore plus dans une petite case, même si la case est assez énorme parce qu'elle concerne la moitié, toute la population. Mais voilà, donc pour moi, c'était important d'abord, avant d'aborder mon poste, de comprendre la spécificité des violences faites aux femmes dans une perspective structurelle. Parce qu'en fait, on en parle beaucoup de violences au global en général aujourd'hui, mais il y a différents types de violences qu'on peut rencontrer et qui se traitent pas du tout de la même façon et qui s'abordent pas du tout de la même façon. Comme l'a dit Rachel tout à l'heure très très bien. Attendez, je vais juste mettre mon chronomètre aussi que j'ai oublié tout à l'heure. Comme l'a dit Rachel tout à l'heure, il y avait la violence de Madame envers Rachel quand elle rentre dans sa chambre, puis il y avait aussi la violence de ce que représente Rachel face à cette dame-là, qui est qu'on peut ne pas comprendre tout de suite, qu'on peut ne pas voir tout de suite et qu'on traite complètement différemment. C'est un peu la même chose avec les violences faites aux femmes, où on va avoir les violences générales qui vont être isolées, individuelles, qui vont être sans mobile idéologique clair, qui vont être un peu aléatoires dans la population et qui vont être socialement condamnées. Par exemple, on va avoir un cambriolage, on va avoir une personne qui va cambrioler la maison. La violence est spécifique, elle est individuelle. J'ai voulu cambrioler cette maison parce qu'il y avait des biens de valeur dedans, etc. Ou alors, j'ai Jean-Charles qui se fâche avec Jean-Mi dans un CHRS parce que Jean-Mi lui a volé je ne sais quoi au passage ou a fait je ne sais quelle remarque, mais c'est très spécifique, c'est-à-dire que Jean-Mi va être énervé contre Jean-Charles spécifiquement pour cette raison. Donc elles sont isolées et elles sont individuelles. Mais les violences faites aux femmes, en fait, elles s'inscrivent plutôt dans un système, dans le système aujourd'hui de notre société. Et en fait, elles sont massives, répétées, collectives, et elles vont être fondées pas du tout sur de l'individuel, sur un rapport entre A et B, mais elles vont être fondées plutôt sur un sexisme et un rapport de domination et le système patriarcal dans lequel on vit. La violence faite aux femmes, c'est pas parce que Jean-Mi va être énervé contre Jacqueline, mais parce que Jacqueline est une femme spécifiquement et que ça s'inscrit dans tout un système. Mais je vais revenir dessus plus spécifiquement. Et c'est là où en fait les femmes sont visées en raison de leur genre, de qui elles sont en tant que femmes et pas pour leur personnalité ou ce qu'elles auraient pu faire dans un temps T. Et ça amène à des difficultés de banalisation de ces violences, d'excuser ces violences ou encore, et la plupart du temps, de les invisibiliser. Et c'est super important de comprendre cette différence parce qu'en fait, comprendre la structure et pourquoi c'est là, ça permet de répondre spécifiquement et de façon adaptée. Et surtout, du coup, d'éviter cette banalisation et de cibler vraiment les moments où on peut faire changer les choses ou les évoluer à travers l'éducation, l'égalité et à travers la réponse judiciaire aussi qu'on peut apporter. Pour un peu illustrer mon propos avec quelques exemples, je voulais revenir sur quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, les femmes sont... Alors, tous mes chiffres sont sourcés. Si nécessaire, je vous envoie toutes les sources que j'ai là. Les femmes sont environ 8 fois plus susceptibles que les hommes de subir des injures à caractère sexiste. Une femme sur 6 déclare avoir subi du harcèlement sexuel ou sexiste au travail. Et toutes les 2 minutes 30, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol en France.
Et les 2 derniers chiffres, c'est là où je trouve qu'ils sont le plus représentatifs de cette difficulté de violence faite aux femmes qui s'inscrivent dans un système où en fait 96% des personnes qui vont être condamnées pour violence sexuelle sont des hommes. En fait, c'est pas la majorité, c'est presque tout en fait. Donc on a des violences sexuelles aujourd'hui dans le monde et elles sont pour presque la totalité, c'est-à-dire en France, pour presque la totalité, 96% sont des hommes. Et à l'inverse, 87% des victimes de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie sont, elles, des femmes. Donc, je trouve que ces 2 chiffres illustrent vraiment la globalité du problème, où aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, on a un souci avec les violences sexuelles et sexistes qui sont presque à 100% à destination des femmes par des hommes. Je vais juste revenir très rapidement sur ces chiffres que vous avez déjà sans doute vu passer, mais il y a aussi toutes les représentations qu'on a qui jouent beaucoup sur pourquoi on a du mal à voir le souci et pourquoi on a du mal à voir que ça s'inscrit dans un système. Aujourd'hui, quand on parle de viol, on va avoir comme image une femme qui est dans une tenue assez légère, la nuit, qui va se faire agresser par un homme et qui va subir une violence physique par cet homme et on va tomber du coup sur un viol. Ça, c'est 9% des cas. L'agresseur inconnu dans la rue de la nuit, le noir, c'est 9% des cas. La plupart du temps, ça va être soit à moitié du temps un conjoint ou un ex-conjoint qui est à l'origine de ce viol, soit un agresseur connu autre que le conjoint ou l'ex-connu, mais quelqu'un qui va être soit de la famille, soit d'un cercle proche, amical, etc. Et quand on voit ces chiffres, on réalise que les perceptions qu'on a de la violence faite aux femmes, elles sont erronées. Ce ne sont pas des individus inconnus, ce sont soit les conjoints ou ex-conjoints, soit quelqu'un du cercle proche. Et à l'inverse, les démarches entreprises par les femmes vont, elles, être à 80% du temps pas mises en place du tout. 80% des femmes victimes de viol ou de tentative de viol ne vont pas porter plainte. Justement, parce qu'on a du mal à saisir ce que c'est un viol et qui perpétue le viol en partie. Mais ça, c'était des chiffres pour vous montrer un peu, pour vous donner des exemples de comprendre pourquoi c'est systémique. Et ces violences, donc ce système finalement qui met en place et qui permet ces violences sont issues finalement d'un rapport social de domination. Alors tout à l'heure, Rachel a beaucoup parlé des problématiques de domination et justement comment on s'inscrit là-dedans. Et en fait, les violences faites aux femmes s'inscrivent, elles, dans une hiérarchisation entre le masculin et le féminin. Et finalement, les violences faites aux femmes ne relèvent pas d'une logique individuelle ou accidentelle, c'est le produit d'un rapport social de domination dans lequel le genre et la structure de la société mettent en place en fait cette hiérarchie entre le masculin et le féminin. Et ça va justifier des attitudes de contrôle, de dénigrement, de violence, que ce soit dans la sphère privée ou publique ou même institutionnelle. Il y a aussi cette notion de conflit et de violence qui fait vraiment partie de la compréhension de ces violences. Et ça, je pense que c'est plutôt au global sur les violences générales, mais ça s'implique beaucoup, ça prend beaucoup de place sur les violences faites aux femmes, où en fait un conflit, ça implique, mais ça vous le savez sans doute, une position d'égal à égal. On n'est pas d'accord, finalement on trouve peut-être un terrain d'entente ou pas, mais chacun peut exprimer son avis et donner son avis de façon peut-être parfois un peu... peut y avoir des hurlements, des cris, mais on est sur vraiment quelque chose d'égal où chacun peut exprimer sa position et il n'y a pas de domination. Dans la violence, là, on a un rapport de pouvoir qui est inégalitaire, avec du coup une asymétrie entre les avis et quelqu'un qui va constamment gagner en fait le combat et imposer sa volonté via de la violence, qui peut ne pas être physique, qui peut être simplement psychologique, qui peut être à travers du harcèlement, mais qui va constamment prendre le dessus sur tout cela. Sur les violences faites aux femmes, je voulais aussi revenir sur la diversité des violences qu'on peut rencontrer. Alors, les premières qu'on a en tête, ça va être les violences physiques, dans des violences de couple, par exemple, ou dans des viols, ou des agressions sexuelles. Là, ça va plutôt être des violences sexuelles, mais on va aussi beaucoup rencontrer, et notamment dans les milieux dans lesquels on travaille, des violences psychologiques, économiques ou même administratives, où on va avoir un contrôle des papiers, un contrôle de l'argent qui rentre, un contrôle du compte en banque, etc. Ça, ce sont des violences aussi également.
Et elles peuvent être complètement visibles ou invisibles. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles sont invisibles parce qu'on a du mal à les repérer, à les mettre en place. Quand on a des entretiens avec des travailleurs sociaux qui reçoivent le couple ensemble, on va rarement les voir ou on va avoir plus de difficultés à les voir et à les identifier quand monsieur gère tous les papiers, mais c'est parce que madame, elle parle pas français, puis madame, elle a pas forcément les papiers, et puis elle comprend pas tout ça, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être vues comme des violences. Et enfin, on a les mécanismes d'entretien de cette domination qui permettent justement d'avoir toujours la perpétuation de ça, même si aujourd'hui on a des évolutions, on a une prise en compte de la société, on a une prise en compte des pouvoirs de police et judiciaire. Alors, les pouvoirs de police avec la dernière enquête disclose, on peut s'interroger, mais on a quand même une prise de conscience. Mais on reste en fait dans un sexisme ordinaire, des stéréotypes de genre, des inégalités économiques qui permettent et qui perpétuent en fait cette hiérarchisation entre le masculin et le féminin et qui mettent en place la possibilité d'avoir ces violences. Une fois qu'on comprend que ces violences, elles sont issues du système, on est beaucoup plus à même de les traiter et de les aborder en fait dans nos établissements et de savoir comment faire en fait pour mieux accompagner les femmes qui peuvent en être victimes. Je voulais juste revenir sur du coup l'iceberg de la violence sexiste où là on voit bien, c'est très visuel sur quelles sont en fait les manifestations du sexisme qui sont complètement invisibles, qu'on fait passer au quotidien comme n'étant pas très importantes, pas très graves, la pub sexiste qu'on voit passer avec les parfums où la femme est dans une extrême petite tenue, mais c'est pour vendre du parfum, donc c'est pas grave, ou la voiture par exemple, les ventes de voitures. L'invisibilisation des femmes au quotidien, une langue qui est plutôt sexiste, qui va être axée sur le masculin au quotidien. Si on a du temps, je pourrais vous faire un petit test là-dessus où on se rend compte très rapidement même si c'est la norme d'avoir des noms d'emplois genrés au masculin, par exemple, à quel point ça façonne, sans qu'on le veuille, notre vision des choses. On va toujours parler d'infirmière, on va toujours parler de médecin. Et du coup, quelle vision on a d'une femme qui va devenir médecin? C'est un peu ces choses-là. Et donc, on a toute cette invisibilisation du quotidien des manifestations du sexisme qui vont finalement amener aux violences à travers la hiérarchisation petit à petit et qui s'ancre entre le masculin et le féminin et qui implique du coup l'attribution de rôles, de droits dans la société et surtout de place en fait finalement et de qui on est. Je vais passer sur ça et je vais revenir sur du coup pourquoi à l'Armée du Salut on a ce poste dédié et comment il fonctionne aujourd'hui. L'objectif du poste, du coup, c'est de promouvoir une culture de soutien et de protection des victimes, d'assurer une prise en charge globale et harmonisée des personnes victimes, de transformer nos mentalités et de rejeter les violences sexistes et sexuelles, et de rédiger aussi une charte éthique et de créer un poste ressource. Concrètement, comment ça se passe? Je vais mettre en place des formations, ou en tout cas, ça a déjà commencé, la mise en place de formations d'équipes sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les violences conjugales, parce que là, tout ce que j'ai beaucoup abordé des questions de violences sexistes et sexuelles, mais évidemment, on prend en compte aussi les violences conjugales qui finalement rentrent complètement dans ce moule des violences systémiques. Le but, c'est aussi de créer un maillage associatif local. En fait, l'idée, c'est comment on fait pour que nos professionnels accueillent de manière holistique et réfléchie les femmes qu'on a dans nos établissements. Parce qu'en fait, au moment où une femme se retrouve à la rue et dans le besoin d'être hébergée par nos établissements, c'est que forcément, sur son parcours, il s'est passé des choses et elle a subi des violences. Soit elle a dû fuir un foyer violent, par exemple, soit elle est tombée dans la précarité à cause de maladies, à cause de difficultés économiques, etc. Et elle a dû avoir un passage en rue ou en tout cas a connu des difficultés. On considère que presque 100% des femmes qu'on a dans nos établissements, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui ont été mises en place, ont subi à un moment donné des violences, que ce soit des violences conjugales ou des violences sexuelles ou sexistes. Et du coup, quand on les accueille dans nos établissements, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé parce qu'en fait, le parcours que vont avoir ces femmes, comme des personnes pourraient avoir un parcours d'addiction ou un parcours de difficultés mentales ou des maladies, vont
justement impliquer et teinter en fait leur réaction face aux professionnels. Et pour les accompagner de la meilleure des façons possibles, il faut avoir conscience en fait des violences qu'elles ont pu subir au quotidien. Et donc l'idée, c'est de former les équipes sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est les violences sexuelles et sexistes? Comment ensuite je m'adapte à une femme et je l'accueille? J'accueille la parole, je sais détecter les signes aussi parce qu'elle peut être actuellement victime de violences conjugales par exemple. Et je sais l'orienter surtout. Et c'est là où intervient le maillage associatif local, où on crée du contact avec les associations de lutte contre les violences faites aux femmes pour que le professionnel ait du soutien en fait par rapport à tout ça et puisse orienter le plus facilement possible les femmes. L'idée, c'est aussi de sensibiliser les personnes accueillies parce que on peut ne pas avoir conscience qu'on est victime de violences et sans que cela n'empêche d'avoir un impact sur notre comportement. Et donc l'idée, c'est à travers des ateliers, des rencontres, qu'importe la possibilité, sensibiliser les femmes sur ce que sont les violences faites aux femmes en général. Donc oui, madame, si monsieur ne vous laisse pas le contrôle de votre compte bancaire, si monsieur ne vous laisse pas l'accès à vos papiers, la gifle qui passe par là, non, ce n'est pas normal. Ce genre de choses, c'est aussi l'idée, c'est de sensibiliser aussi les personnes accueillies sur ça et qu'elles puissent ensuite se retourner vers des professionnels qui sont adaptés et conscients de la problématique. L'idée, c'est aussi de créer des boîtes à outils pour les professionnels avec les numéros utiles, sur quoi ils peuvent se reposer, tout ce que veut dire une boîte à outils. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et d'être également un soutien technique. Donc moi, en tant que professionnelle sur ces questions-là, je sois à disposition en fait des établissements et des personnes s'il y a des questions spécifiques qui se posent ou s'ils ont besoin d'un soutien ou d'un partage de pratiques, etc. Et enfin, de partager les bonnes pratiques aussi parce qu'en fait, développer cette culture générale de lutte contre les violences faites aux femmes, ça passe pas juste par une formation à l'année pour une personne. En plus, si on considère tout ce qu'a dit tout à l'heure, ce qui a été dit dans la première présentation sur le turnover, etc. On ne peut pas se baser sur de la formation et il faut passer aussi par un partage de bonnes pratiques et des actions au quotidien. Donc là, ça va être des groupes de rencontres sur des problématiques spécifiques liées à tout ça, sur la mise en place de partage. Enfin voilà, l'idée c'est aussi de voir comment fonctionnent nos établissements. Aujourd'hui, on a que 2 établissements qui ont des places violences intrafamiliales spécifiques et donc qui ont une approche en lien avec ça et qui sont sensibilisés à ça sur tous nos établissements. Et donc l'idée c'est de voir comment on peut aussi répercuter ça. Mais il est vraiment important de comprendre qu'il faut diffuser une politique globale de lutte contre les violences sur tous les pans et qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas un établissement généraliste qu'on n'a pas des femmes qui peuvent subir des violences au quotidien dans nos établissements. Et du coup, à quel point c'est important finalement de former nos professionnels qui vont repérer ces femmes, qui vont pouvoir les orienter et qui vont surtout avoir le bon discours et la bonne approche par rapport à tout ça. Rachel parlait de son exemple tout à l'heure, à quel point c'est important finalement d'avoir conscience qu'on peut nous-mêmes être une violence ou de notre comportement et du coup de l'adapter aussi pour que la relation se passe mieux et qu'on arrive à une issue positive le plus facilement et le plus rapidement possible surtout. Voilà.